Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce jeudi, donc 10 juin 2021 pour cette édition de votre programme semi-hebdomadaire autour du monde spécial Afrique. Sans plus tarder, commençons cette édition avec cette nouvelle concernant une délégation égyptienne éminente regroupant les ministres des Affaires étrangères Samah Shoukry et le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Dr Mohamed Abdelati, qui a effectué donc cette délégation une visite hier à Khartoum pour tenir des pourparlers intensifs avec le Soudan. Voici un compte-rendu signé Salih Hamed et Ayachel. Une délégation égyptienne éminente regroupant les ministres des Affaires étrangères, Samah Shoukry, et le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, a effectué une visite hier à Khartoum. La visite a pour but de tenir des pourparlers intensifiés avec la partie soudanaise qui regroupe la ministre des Affaires étrangères, Mariam El Mahdi, et le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Yasser Abbas. Les experts juridiques et techniciens des deux parties ont également pris part à la réunion, a fait savoir un communiqué publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères. Les pourparlers ont eu lieu dans un climat positif d'entente mutuelle. Les discussions se sont axées sur les évolutions du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Les deux parties se sont mis d'accord sur les risques sérieux et les graves répercussions du remplissage unilatéral du barrage de la Renaissance. Les deux côtés ont affirmé l'importance de conjuguer leurs efforts sur les échelles régionales, continentales et internationales, efforts visant à inciter l'Éthiopie à négocier sérieusement avec de bonnes intentions et avec une véritable volonté politique afin de parvenir à un accord global, équitable et contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage, notamment après que les négociations parrainées par l'Union africaine sont arrivées à une impasse à cause de l'intransigeance éthiopienne. Il y a eu une convergence de vues sur la nécessité d'agir pour préserver la sécurité, la paix et la stabilité dans la région et dans le continent, ce qui exige une intervention active de la part de la communauté internationale pour éviter les risques liés à la poursuite de l'attitude éthiopienne qui cherche à imposer un fait accompli sur les pays en aval. Des risques liés aussi à l'attitude unilatérale de l'Éthiopie, concrétisée par sa décision de remplir le barrage durant la prochaine crue, décision qui ne prend pas en considération les intérêts de l'Égypte ni du Soudan. Les ministres égyptiens et soudanais des Affaires étrangères de l'Irrigation ont annoncé leur grande inquiétude vis-à-vis des répercussions et atteintes probables dues au remplissage et au fonctionnement du barrage de façon unilatérale, sans accord juridique contraignant. Un accord qui régirait le fonctionnement du barrage et garantirait les droits et les intérêts hydriques de l'Égypte et du Soudan. Nous a rejoint par téléphone Dr Raouf Ghaffar, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que ce dossier concernant le barrage de la Renaissance montre à quel point la diplomatie égyptienne est patiente et a un long souffle et qu'elle reste dans les normes internationales et qu'elle essaye de faire le maximum pour ne pas enfreindre les règles ni les lois donc internationales. Mais jusqu'où devrons-nous aller pour prouver nos droits et pour qu'on trouve une issue équitable à tous? Premièrement, nos droits sont reconnus par tout le monde. Donc, c'est pas une affaire d'avoir le monde de reconnaître nos droits, parce que nos droits sont reconnus déjà. Mais la patience, comme vous l'avez dit, nous étions patients pour très longtemps. Et ça, c'est une décision présidentielle. Notre président est un homme de paix. Il n'aura jamais recours à des autres solutions, excepté si jamais sa patience va complètement finir. Mais il va continuer à trouver des solutions pacifiques autant qu'il pourra, certainement. Nous voyons que l'attitude, le comportement de l'Éthiopie est complètement incompréhensible et inacceptable. Et vraiment,
notre président a une patience formidable. Donc, encore une fois, c'est sa décision. Nous avons toute la volonté politique de trouver une solution pacifique qui, disons, garde l'intérêt de tout le monde, mais apparemment, les messieurs de l'Éthiopie ne sont pas d'accord avec ça. Mais alors, on va continuer et nous allons voir. Jusqu'à arriver à un arbitrage international, n'est-ce pas? C'est ça. On va arriver à un point, la présidence va dire, voilà, jusqu'ici, et ça suffit. Mais espérons bien que l'Éthiopie sera, disons, va se soumettre à la pression non seulement africaine, non seulement mais internationale. Tout le monde maintenant, ils comprennent notre cause et ils essayent avec nous de mettre des pressions sur l'Éthiopie et nous espérons que les efforts mènent à une résolution acceptable pour tout le monde. Alors justement, est-ce que le prochain recours serait un arbitrage international? C'est-à-dire, toutes les options sont ouvertes. Nous avons déjà dit, si vous voulez, les auspices de l'Union africaine, ça va. Si vous voulez, la supervision de la communauté internationale représentée par les Nations Unies, ça va. Si vous voulez, l'Union européenne, ça va. L'Amérique, ça va. C'est-à-dire, pour nous, nous sommes prêts parce que notre cause est juste. Donc, nous sommes prêts à arbitration de n'importe qui. Et manque à savoir si l'Éthiopie est d'accord ou pas. Mais pour nous, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour trouver une solution juste. Docteur Raouf Garofour, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler justement du dossier du barrage de la Renaissance. Nous allons entamer tout de suite donc notre tournée dans la presse africaine et en commençant plus tarder d'ici en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un appel téléphonique avec la présidente tanzanienne Madame Samia Salah Hussein, présidente de la République unie de la Tanzanie, pour lui renouveler ses félicitations pour son nouveau poste, en lui souhaitant ses meilleurs vœux de succès et pour toutes les responsabilités auxquelles elle devra faire face. Le président el-Sisi a également souligné la spécificité des relations égypto-tanzaniennes, leur développement lors de sa visite dans la capitale Dar es Salaam en 2017 et l'aspiration à discuter et à coopérer avec la présidente tanzanienne afin de renforcer les relations dans les divers domaines qui permettront de réaliser les intérêts des deux peuples frères, notamment en ce qui concerne l'augmentation des échanges commerciaux, le développement des infrastructures, l'appui technique et le renforcement des capacités. La présidente tanzanienne a de son côté exprimé sa grande appréciation et sa gratitude à l'Égypte et à son peuple et à sa direction, notamment en soulignant qu'il existait de larges perspectives pour développer les relations et faire progresser les cadres de coopération conjointe entre l'Égypte et la Tanzanie. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré mardi que l'Afrique unifiée était et resterait une priorité pour l'Égypte avec l'approche de la conférence des parties sur le climat, la COP, prévue à Glasgow, et qu'il était important que le continent noir parle d'une seule voix sur les questions relatives au changement climatique. Dans une allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi devant la réunion virtuelle du comité des leaders africains concernés par le changement climatique, Dr Madbouli a souligné que cette réunion se tenait à un moment important vu les préparatifs du continent africain pour la 26e session de la conférence onusienne des parties sur le changement climatique prévue pour novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Le Premier ministre a ajouté que selon le rapport avancé par le chef du groupe des négociateurs africains pour le changement climatique, le continent africain a respecté ses engagements internationaux sur le changement climatique en dépit des défis du coronavirus sur le continent. Madbouli a ajouté que l'Afrique a pu élaborer des plans et des stratégies face aux répercussions de la Covid-19, rappelant que l'Égypte avait demandé d'accueillir la 27e conférence des parties 2022 représentant le continent africain.
À la direction de l'Algérie, à présent, les élections législatives anticipées doivent avoir lieu ce samedi 12 juin en Algérie afin d'élire pour 5 ans les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale. Pour le pouvoir, c'est une étape supplémentaire censée redonner toute leur légitimité aux institutions du pays après la chute d'Abdelaziz Bouteflika en 2019. Mais ce scrutin est rejeté au sein du Hirak et par une partie de la classe politique dans un contexte de grave crise économique et de répression accrue. Depuis plusieurs jours, le président Abdelmajid Tebboune multiplie les interviews dans la presse internationale et promeut notamment une reconstruction de la République. L'Algérie vit en effet depuis 2 ans une crise de légitimité des institutions et du personnel politique en place. L'enjeu pour le pouvoir, c'est d'enfin réussir à tourner la page du Hirak. Allez, on part pour la République démocratique du Congo. Comme annoncé par le gouvernement congolais, les populations déplacées de Goma et dans le territoire commencent à regagner la ville après l'éruption volcanique du 22 mai et l'ordre d'évacuer du 27 mai. Les autorités ont noté la fin de la coulée et la solidification des laves ainsi que la diminution sensible des tremblements de terre dans la zone. Après l'annonce faite lundi par le Premier ministre congolais d'un retour progressif, des dizaines de milliers de personnes qui ont fui après l'éruption volcanique, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a donné quelques précisions sur le calendrier du retour des populations évacuées après l'éruption du volcan Nyiragongo. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 120 000 personnes avaient fui Goma. Le Mali à présent, le Premier ministre de transition a annoncé hier son intention de former d'ici dimanche un gouvernement censé conduire les affaires du pays avant un retour des civils au pouvoir prévu début 2022. Sauf avis contraire du président de la transition avec lequel je m'entretiens quotidiennement, nous avons l'intention au plus tard dimanche d'annoncer aux Maliens la composition du nouveau gouvernement, a déclaré Choguel Maïga à l'issue d'entretiens avec une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'émissaire des États ouest africains Goodluck Jonathan est arrivé mardi au Mali pour évaluer si les assurances données par le nouveau président de transition, le colonel Assimi Goïta, suffisent à satisfaire les exigences de la CEDEAO quant à un retour des civils au pouvoir après 2 coups d'État. La CEDEAO a suspendu le 30 mai le Mali de ses institutions après un deuxième putsch en 9 mois qui a porté de facto le colonel Goïta à la tête de ce pays crucial pour la stabilité du Sahel, confronté au djihadisme. La France, engagée militairement au Mali et au Sahel, a quant à elle suspendu ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Et au Rwanda, cette fois, le gouvernement rwandais vient de lancer une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19, ciblant uniquement les personnes âgées de plus de 75 ans. Un total de 100 600 doses du vaccin Pfizer seront administrées à partir de mardi dans différents centres de santé à travers le pays. L'objectif étant de protéger les personnes âgées particulièrement vulnérables face au virus, a déclaré à la presse le directeur du centre de communication sanitaire du Rwanda. Selon le responsable, cette nouvelle campagne a été lancée après la réussite de la phase initiale du programme national de vaccination contre la Covid-19, dont le coup d'envoi a été officiellement donné le 5 mars dernier. Depuis début mars, plus de 300 000 personnes ont reçu les 2 doses de vaccin nécessaires à la vaccination complète, soit près de 3% de la population. Les vaccins administrés au Rwanda, à savoir AstraZeneca et Pfizer, ont été reçus dans le cadre du mécanisme COVAX, créé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, au bénéfice des pays les plus démunis dans la course à l'immunisation. Le gouvernement rwandais prévoit de vacciner au moins 60% de sa population en 2 ans, soit quelques 8 millions de personnes pour atteindre l'immunité collective, selon le ministre d'État en charge des soins de santé primaires au ministère de la Santé. Pays de 12 millions d'habitants, le Rwanda a enregistré à ce jour 27 245 cas de contamination au coronavirus, dont 26 225 guérisons et 360 décès. Et on termine avec le Togo. Ces assises
se tiennent du 10 au 11 juin 2021 à la suite des efforts entrepris par la Convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique subsaharienne en matière d'accompagnement des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des plans climat-énergie. Alors un forum sur le renforcement de la résilience et augmentation de l'ambition climatique des collectivités régionales en Afrique se tient donc durant ces 2 prochains jours à Lomé au Togo. Ce forum organisé en collaboration avec le gouvernement du Togo, l'Union économique et monétaire ouest-africaine entre dans le cadre des activités de la Convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique subsaharienne et Expertise France. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Night TV International. Au revoir.